Bonjour tout le monde, on est très content aujourd'hui de faire notre pitch feedback session auprès de 5 startups qu'on a sélectionnées qui vont présenter leur projet, leur pitch deck, qui vont échanger avec notre jury pour avoir un maximum de retours sur à la fois leur projet, le pitch, donc la forme, le fond. On va tout passer au crible et on est très content d'avoir notre panel de jury et d'experts avec Julien Seligman, avec Pierre Méric et avec Charles-Antoine Liba, et j'ai pas la suite de ton excuse-moi, mais Libani, Libani, pas de autant pour souci. moi. Et je vous laisse peut-être vous présenter juste après que je présente Seed Legals. Donc Seed Legals, on est une plateforme SaaS qui permet de digitaliser les opérations sur le capital. En quelques chiffres, on est 150 salariés monde. On est principalement au Royaume-Uni, en France, à Hong Kong, Singapour et en Irlande avec notre bureau à Dublin. Donc, on a accompagné plusieurs milliers de startups dans leurs opérations sur le capital, qui sont du financement, levée de fonds pour la France en BSAR, augmentation de capital, du pré-seed, seed, série A. On les aide aussi sur toute la partie actionnariat salarié, mise en place de BSPCE, de BSA Advisor. Et on est très content d'organiser ce type d'exercice, justement, avec des utilisateurs Seed Legals, mais pas que, pour vous aider et vous donner un maximum de contenu, de retours concrets sur vos projets, vos pitch decks en vue de votre financement. Moi, je suis Florent Artaud, je suis country manager France de Seed Legals. Je suis avocat de formation. J'ai rejoint le projet donc en 2020 pour lancer le marché français. On est une équipe d'une dizaine de personnes pour la France et on a accompagné plus de 400 startups depuis notre lancement en France. On est à Station F, comme le décor. Vous pouvez le voir derrière moi. Et comme je le disais aussi, on a notre jury. Julien, si tu veux commencer à te présenter en 2 mots. Oui, bonjour Julien. Moi, je suis dans l'écosystème depuis probablement un peu plus longtemps que vous. J'ai monté ma première startup en 2002 avec un investisseur qui mon lead VC qui est par la suite devenu le fondateur de Seed Eagles. Entre les deux, j'ai fait de l'angel investment avec Laurent en particulier. Donc, quand il a monté sa boîte, j'étais investisseur dans Seed Eagles et je les ai rejoints comme CEO en charge des opérations. Donc, après la série A, quand la boîte commençait à scaler. Voilà, donc je suis avec la double casquette, je dirais, d'entrepreneur et d'investisseur. Pierre, si tu veux enchaîner. Merci Oui, Julien. bien sûr. Bonjour à tous, enchanté. Moi, Pierre, je travaille pour Made for All, qui est le family office de Thierry Petit, le cofondateur de Showroom Privé. On investit principalement dans des startups à impact sur les sujets de l'inclusion et de la transition écologique et sur des levées principalement seed, avec des financements par projet de 30 à 300 000 euros. Parfait, je te remercie. Et Charles-Antoine, pour boucler la présentation du panel. Oui, merci. Donc, je suis Charles-Antoine, responsable du pôle financement chez Eldorado. Eldorado, on a 2 pôles. On a un pôle venture qui est une place de rencontre entre les investisseurs et les entrepreneurs qui vous aide à structurer votre levée de fonds, à récolter vos premières touches ou à finaliser vos tours de levée avec des investisseurs euh, validés et certifiés qui sont professionnels. Et on a un pôle financement dont je suis responsable qui s'occupe de tous les effets de levier, donc sur les aides fiscales et les aides bancaires, les aides du pays France pour vous aider à optimiser les financements pour donner aux entrepreneurs les ressources pour atteindre leurs objectifs. Parfait, merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez compris, vous, les porteurs de projets, pas mal de personnes qui ont l'habitude de voir des pitch decks et des projets comme les vôtres, donc qui seront amenés à vous aider avec leur retour sur vos présentations. Donc, comme je le disais en introduisant justement cette session, 5 minutes de présentation en termes de format de votre côté. Si vous ne présentez pas, donc je vous invite à couper micro et caméra. On va commencer par toi, Antoine, le temps que Vas-y Data et Lazare nous rejoignent. Ensuite, c'est 10 minutes d'échange avec notre panel qui vient de se présenter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part, soit par le petit chat, mais on peut lancer les présentations des projets pour le coup, si ça vous va. Donc Antoine, si tu peux partager ton écran avec ton pitch deck, et Ouais. dès que tu es prêt, moi je vais commencer le chrono, et comme ça, on commence. Alors, hop, partager. Tac, présenter. Vous m'entendez tous bien? Oui, on t'entend bien. Ouais, ok, ça marche.
Donc, bonjour à tous, moi c'est Antoine, donc cofondateur et CEO de Fret & Match. Et chez Fret & Match, on est commissionnaire de transport. Donc, commissionnaire de transport, qu'est-ce que c'est? On a un client, son métier c'est de produire et de vendre, pas de transporter. Donc, le transport, c'est un métier complexe, c'est un métier technique, c'est un métier chronophage. Et donc, pour expédier 15 palettes, par exemple, de Paris vers Strasbourg, il va nous payer, ce client, 500 euros. Et nous, on va s'occuper de toute l'opération de A à Z, en passant par un sous-traitant, parce qu'on n'a pas de camion, et on va le payer 400 euros, par exemple. Donc, voilà, en gros, notre métier. Et comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Donc, on s'inscrit sur le marché du transport routier de marchandises, qui est un marché absolument gigantesque. En termes de chiffres, c'est 50 milliards en France, 400 milliards en Europe. Et donc, vous aurez compris que le transport, c'est réellement un enjeu de compétitivité. Ça pèse en moyenne pour 5% du chiffre d'affaires de tous les expéditeurs. Et j'irai même plus loin, ça fait partie intégrante de l'expérience client. Et ça, les industriels, ils ont pleinement conscience de ça. Et on voit apparaître des nouveaux standards en fait, de digitalisation pour permettre plus d'optimisation des flux, plus de visibilité, plus de tracking, de remontée de l'information en temps réel. Et donc ça, il y a beaucoup de startups en fait, qui ont identifié ce marché qui est énorme et qui vont l'attaquer sous des angles avec des stratégies et des visions différentes. Mais ça, il faudra en reparler juste après parce qu'en 5 minutes, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de tout ce qui se fait sur le marché. Et donc, en fait, le problème de cette demande croissante de digitalisation, c'est que donc on a des expéditeurs industriels qui ont des plans de transport de dizaines, voire de centaines de millions d'euros et qui expédient des centaines de camions par jour. Mais en face, les sociétés de transport, c'est 80% de TPE familiales, des toutes petites structures, souvent régionales, de quelques camions. Et donc, on va voir apparaître toute une chaîne d'intermédiaires, aussi opaques que coûteuses, qui vont, parce qu'elles ont les cellules commerciales, les cellules marketing, les cellules opérationnelles, répondre à ces appels d'offres et ensuite sous-traiter à ces petits transporteurs en prenant une marge entre 15 et 25%, alors qu'en soi, elles ne subissent pas de coûts d'exploitation. Alors que ceux qui roulent réellement ces petites sociétés de transport, ils ont des charges de structure colossales. Ils ont un camion, par exemple, c'est 150 000 euros. Un plein de carburant, c'est 800 euros. Il y a les assurances, il y a les salaires, il y a les péages. Et donc, en fait, ils vont faire péniblement 3% de marge. Donc, on imagine facilement qu'ils n'ont pas les moyens d'investir dans des solutions logicielles extrêmement lourdes, extrêmement coûteuses et souvent archaïques. Donc, la solution Fret & Match, elle coule un peu de source. On veut leur fournir un TMS, donc un Transport Management System en SaaS, qui soit complet tout en étant très simple et avec un très gros travail d'UX en amont pour être parfaitement adapté à leurs besoins, que ce soit en termes de gestion de flotte, de planning, de facturation et même de communication avec les chauffeurs, parce qu'eux, on va leur fournir une appli mobile. Et donc, en fait, toute cette data qu'on aura enfin rendue exploitable parce que numérique, elle va nous permettre de scaler notre métier de commissionnaire et de massifier le nombre de commandes traitées en réduisant les coûts, les délais et l'empreinte carbone. Et donc, notre business model, ça ne sera pas tant de vendre du logiciel, mais ça sera bien de faire du transport. Et donc, je vous parlais d'empreinte carbone. En fait, notre industrie, donc on est l'industrie la plus polluante en France et en Europe. On représente 15% des émissions de CO2 et on pense qu'en optimisant le taux de remplissage des camions, on va réussir à réduire jusqu'à 9 millions de tonnes de CO2 par an. Donc, on a un vrai aspect green tech. Et donc, pour ce gros projet, je me suis associé avec Nicolas, qui m'a rejoint en tant que cofondateur. Il a plus de 10 ans d'expérience dans les plus grosses boutiques d'affrètement et il connaît parfaitement les rouages du métier. Et parallèlement à ça, on a le CTO du groupe Le Monde qui nous a ouvert son réseau et qui se positionne en tant qu'advisor. Et grâce à lui, on a plusieurs potentiels CTO très expérimentés qui se sont intéressés à nous et qui sont intéressés pour nous rejoindre en tant que late founder. Les pourparlers sont bien engagés et d'ici 3 semaines, 1 mois, on devrait avoir notre référent tech à bord.
Donc, à date, on a 5 mois d'activité derrière nous. On fait 60 000 € de chiffre d'affaires pour l'instant, 10 000 € de marge. On travaille avec une quinzaine de clients déjà, dont 2 grands comptes qui sont le groupe Casino et le groupe Bolloré. Par contre, en termes de tech, on est toujours au stade de maquette. Mais ça, on compte aussi sur notre CTO pour nous sortir un POC très rapidement. Et on a déjà des potentiels early users. Et en termes de besoins, donc on cherche 650 000 € pour 18 mois de cash burn, ce qui va nous permettre de développer la tech, le commerce, d'avoir des locaux et de nous structurer au niveau administratif pour ensuite, parce qu'on a des grosses ambitions européennes, on prévoit une série A à 2 ans et une série B à 5 ans. Voilà. On veut être le commissionnaire numéro 1 en Europe. Merci beaucoup, Antoine. Merci à vous. Désolé, j'ai un petit peu dépassé. J'ai été sympa. Je t'ai laissé 30 secondes de rab. Donc, on J'essaye de laissera aussi condenser. 30 secondes de rab pour les autres pour une parfaite égalité entre vous. Mais merci en tout cas pour ta présentation. C'était clair. Et est-ce que maintenant, l'un des jurys veut commencer pour faire ses retours à Antoine et Fred et Match? Allez, Pierre. Qui se lance. Allez, je me lance. Écoute, la présentation est claire. C'est un peu un exercice facile, de toute façon, un pitch 5 minutes. Comme tu l'as dit, tu peux pas dire tout ce que tu veux. Je vais commencer par la forme. Je trouve que tu vas pas assez vite à la solution, notamment parce que pour le moment, tu as une activité de commissionnaire. L'objectif, c'est d'équiper ça en termes de digital. Va directement pitcher, en fait, la solution digitale. Et c'est plutôt sur ta dernière slide que tu dis oui, mais pour le moment, en fait, on prend de la commande et on la répartit, etc. Puisque là, sur les 2 premières minutes, bon, où est-ce qu'on va, quelle est la solution in fine, etc. Et n'hésite pas aussi, bien sûr, à l'illustrer avec même les maquettes que vous avez en tête pour le moment. Okay. Ça, c'est sur la forme. Et sur le fond, tu l'as dit toi-même, c'est une industrie qui est très trustée. Moi, personnellement, j'ai bossé pour un de tes concurrents. Et j'ai beaucoup de mal à voir quels sont les facteurs de différenciation. Donc, c'est probablement un sujet qu'il faut aborder assez vite pour montrer un peu c'est quoi votre secret sauce, quoi. Quels sont les éléments de différenciation. Ok, je peux répondre à ça? Ouais, enfin, je sais pas. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors, du coup, donc, je me suis laissé l'opportunité de pouvoir approfondir sur les concurrents parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Pierre, c'est un marché qui est très, très séduisant pour beaucoup de startups et où il y a déjà beaucoup d'acteurs. En fait, j'ai des slides cachés. Nos concurrents, on les identifie comme ça. Donc, il y a déjà les mastodontes du secteur, des mastodontes historiques, notamment certains chez lesquels mon associé a travaillé. Et juste pour en citer 2, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, XPO et Geodis, à eux deux, ils monopolisent 30% du business. D'accord ? Et c'est toujours un travail qui est fait à la main. Leur plus-value, en fait, c'est leur taille et leur organisation. Comme je disais, c'est ces 2 dont je parlais quand je disais des intermédiaires qui ont des cellules commerciales, marketing, opérationnelles. Mais en fait, un affréteur, donc, un affréteur, il va sortir entre 15 et 30 commandes par jour et jamais plus. Et donc, à mesure qu'on récolte du client et qu'on répond à des appels d'offres, en fait, on est obligé de recruter. Et donc, la profession n'est pas scalable. Le coût unitaire pour sortir un camion reste toujours le même. Ensuite, on va avoir les bourses de fret 2.0. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai travaillé dans l'une d'entre elles pendant près de 2 ans. C'était Fretlink. Donc, c'était une très belle start-up qui avait levé jusqu'à 25 millions d'euros en série B avec une centaine de salariés. Malheureusement, et c'est de cette expérience aussi qu'est né Fret et Match, malheureusement, répondre à des appels d'offres, casser les prix du marché et proposer une plateforme web aux expéditeurs sur lesquels ils vont avoir l'impression d'avoir de la remontée d'informations en temps réel, ça ne suffit pas. Cette information doit remonter de façon digitale. Et pour vous donner un petit peu une idée de comment ça se passe dans ces nouveaux players du marché. Peut-être à être un peu concis ou donner la parole au jury, parce que je pense que tu pourrais parler pendant des heures. Désolé, je t'ai coupé. Mais Okay. l'idée, c'est que tu puisses collecter un maximum de feedback de la part du jury. Mais est-ce que ça a répondu un peu aux différents points, Pierre? En gros, la data, elle est toujours collectée à la main. La plateforme client, elle est digitale, mais la data dans les exploitations, elle est toujours sur post-it et elle est collectée à la main, même chez ces bourses de fret 2.0. Donc, il y a une vraie question de digitalisation, mais parfait. On va enchaîner. Pierre, tu voulais peut-être rebondir sur ça?
Non, je vais laisser Charles-Antoine Allez, bien parler. parfait. Ça marche. Allez, Charles-Antoine. Ouais, merci Antoine pour la présentation. Effectivement, en 5 minutes, faut être vachement efficace. J'avais les mêmes retours que Pierre, donc sur la tech pour qu'on puisse bien comprendre tout de suite tes fonctionnalités et ta valeur ajoutée. Sur la concurrence aussi pour savoir comment tu te positionnes sur ce gros marché. Et moi, le point que j'ai en plus, ce serait plutôt sur ton somme. Donc, dans ce marché, quelle est la niche ou les personas sur lesquels tu veux focus ton attention commerciale et aller chercher des parts de marché? Ok, alors tant que la tech n'est pas opérationnelle, on va rester sur ce qu'on appelle le marché spot. Donc en fait, c'est tout ce qui sort des appels d'offres industriels. Donc ça peut être l'overflow des industriels, mais c'est aussi tout ce qui est transporté par les TPE, PME, expéditrices. Ça représente 20% du marché. Et quand la tech sera opérationnelle, qu'on aura réellement équipé suffisamment de transporteurs européens et qu'on aura une vision d'ensemble sur tous les plannings pour pouvoir affréter de façon hyper efficace, hyper efficiente, à ce moment-là, on se positionnera sur les appels d'offres. Et pour répondre une fois de plus sur la concurrence, c'est ce que ne fait pas la concurrence. La concurrence, ils vont démontrer de la traction en gagnant des appels d'offres de plusieurs dizaines de millions d'euros. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a ces milliers de camions à sortir, comment on les sort, sachant qu'on n'a pas de data et qu'on n'a rien digitalisé dans le process. Ok, Voilà. merci Antoine, c'est bon pour moi. Merci Antoine. Julien, pour compléter. Génial, merci à toi. Bonne présentation. Je pense que c'est un sujet intéressant, c'est quand même perfectible. On voit qu'il faut que tu pratiques plus ton pitch, faut que tu ailles plus vite au sujet. Tu nous ennuies, entre guillemets. Je te réponds. Je te dis franchement, au début, t'es trop long sur le marché. On comprend bien que les marchandises sont les camions, etc. On comprend. Par contre, par exemple, on sait pas qui tu es. Tu nous as pas dit qui tu es. Visiblement, tu es super compétent sur ton marché, tu es hyper expert, etc. Commence par parler de toi. Commence par parler de ton associé. Commence par parler de ta solution. Tu vois, en 2 secondes, on a compris que le transport, il est partout et que c'est un marché considérable, tenu par en oligopole, tenu par des mastodontes poussiéreux. Tu vois, t'as pas besoin d'y passer 3 minutes sur 5. Donc voilà, il faut que tu te vendes un peu mieux. J'ai pas bien compris ton go-to-market. Donc, tu fais du transport, tu offres ton logiciel pour derrière équiper pour faire plus de transport. Ça mérite quand même. Et je suppose que c'est une différenciation par rapport aux autres acteurs. Il faut que tu développes plus, passe un peu plus de temps là-dessus. Et donc, à la fin, on sait plus trop si tu es une boîte de tech ou une boîte de service. Et quand tu parles de ton CTO, que tu as des candidats mais que tu n'as pas encore recruté, alors là, c'est red flag. C'est-à-dire, si tu es une boîte de tech et tu n'as pas de CTO, tu évacues le problème tout de suite. Enfin, faut que tu dises, faut que tu nous dises où t'en es de ton produit et s'il n'est pas encore, s'il n'est pas encore construit, il faut que tu l'explicites. Mais là aussi, ça m'a laissé un petit peu un goût bizarre dans la bouche, quoi. Ok. Oui, alors le produit, bah oui, il est au même stade que le CTO, c'est-à-dire il est à venir. Aujourd'hui, on exerce le métier de façon traditionnelle, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Là, si tu lèves sur un slide deck, il faut absolument que tu te vendes parce que pour le coup, t'as pas de Ouais. produit, t'as pas de traction, t'as un chiffre d'affaires sur une activité de service, tu veux devenir une boîte de tech. Ouais, il faut vraiment que tu renoues le Ouais, truc. Et pour le coup, 18 mois de runway, c'est peut-être un peu court. Habituellement, enfin, on part sur un levée pour 24 mois pour parer à toute éventualité sur du retard produit, du recrutement. Enfin, la prochaine levée, il faut qu'il y ait de l'attraction et des chiffres commerciaux. Donc, Ouais. Mais, bah, en fait, 18 mois pour le cash burn, c'est parce qu'on définit dans notre prévisionnel qu'on sera rentable à chaque tour de table. Chaque tour de table sert à accélérer, à nous mettre en déséquilibre avant, mais avant chaque tour de table, on doit atteindre notre seuil de rentabilité parce que en alors, fait, je on comprends est pas sur ton une histoire profession de qui est 18 mois. lucrative. Là, dans ce cas, je comprends pas ton histoire de 18 mois de runway. Si une fois que tu as brûlé ton cash, tu es rentable, tu as un runway infini. Oui, mais C'est pas très clair. oui, non mais oui, une fois qu'on est rentable, bien sûr, on a un runway infini, mais pour continuer d'accélérer, on a besoin de plus de cash. Oui, Sinon, donc, on accélère comme une PME, quoi. écoute, je pense que tu peux l'articuler, l'exprimer plus clairement.
Ouais, il y a peut-être moyen de faire une roadmap où tu reprends un peu tous ces éléments d'arrivée de CTO, de V1, où tu peux très vite expliquer aussi tes moyens d'acquisition, etc. Et expliquer ton runway sur les 24 prochains mois avec ton attente de break-even à 18, etc. pour simplifier un peu ta présentation. Parce que des boîtes qui sont rentables dans chaque phase, c'est hyper rare. Donc voilà, ça dérive vachement le projet, c'est intéressant, mais on l'a pas entendu. Ouais. En Au fait, contraire. en, Enfin, moi, j'ai en, compris le contraire. en, Voilà en 5 minutes, pour les différents points. En 5 minutes, de toute façon, c'est l'exercice. C'est un peu frustrant. Ça, c'est normal. c'est Mais très là, frustrant. ouais, et l'idée, c'est justement, oublie Mais c'est cette bien, le but, frustration c'est de se faire et, progresser. et, Tu vois, et, et collecte le maximum d'informations et de retours, justement, qu'ils ont pu te faire passer. Là, effectivement, bah, très bien, tu vois, cette présentation, cette slide. Donc, la manière Mhm. dont tu peux présenter le projet, tu as vu, les principaux retours, c'était d'abord sur, OK, va direct à ta Ouais. solution. Et là, tu aurais gagné en fait tes 3 minutes. Tu as vu, tu aurais pu mettre justement cette slide plus en avant. Donc, bon exercice en tout cas. Tu as plein d'éléments, tu as plein de bonnes choses. Peut-être pour commencer, te présenter toi, parce que toi, tu as un facteur différenciant à toi tout seul. Hein. Tu connais très bien le marché avec Redlink et d'où tu viens. Donc, Ouais, en tout cas, merci beaucoup, Antoine. Et plein de bonnes choses pour Fred tes matchs. Et bien sûr, n'hésite pas à nous contacter. Si les gars, on est là. Et les équipes pour t'aider si besoin. super. Allez, on va Merci enchaîner. à tous. Merci Merci. beaucoup. Alors, on va enchaîner maintenant avec Vas-y Data. Et effectivement, donc ces gens qui étaient dans les spectateurs et que je viens de promouvoir en tant que panéliste. Et en principe, Jean, c'est bon, là, tu peux avoir accès à la fois à la caméra et au micro. Et donc, tu vas pouvoir justement Voilà. présenter Vas-y Data. Et pardon pour le petit problème technique, mais regarde, voilà, tu es bien là, tu es à l'heure. Parfait. On sait s'adapter. Et donc, tu te souviens, 5 minutes de présentation, 10 minutes d'échange ensuite avec le jury. Ouais. Je t'invite à présenter ton pitch deck en partageant ça sur Zoom. Quand tu es prêt, tu nous dis et je lance le chrono de 5 minutes. Et c'est parti. J'ai partagé. En plus, Antoine, il était sympa avec toi, il t'a donné 30 secondes de rab. Hop, parfait. Je suis On y prêt. va? Allez, Allez. c'est parti. Donc bonjour à tous. Moi c'est Jean Buslink. Je viens vous présenter Vice Data. Donc en fait, avant je travaillais en tant que data analyst et mon cofondeur aussi. Et en tant que data analyst, on s'était rendu compte qu'on avait toujours un problème qui était l'accessibilité à la donnée. En fait, pour prendre un exemple, on va prendre un exemple d'un product manager qui va vouloir des informations analytiques, donc des informations sur la donnée. Il ne sait pas où les trouver, donc il va demander au data analyst, donc mon ancien job. Sauf que le data analyst, au final, il est focalisé sur des projets de plus grande ampleur et avec plus grande valeur ajoutée. Et au final, ça va lui faire perdre du temps sur ces projets-là parce qu'il s'est obligé d'arrêter, demander des précisions, etc. Donc, en fait, c'est des choses qui vont lui faire perdre au data analyst et au product manager au minimum 1 heure et au maximum 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est pour ça que du coup, on a créé Vice Data. C'est une solution plug and play sur les outils de communication qui existent déjà, donc que ce soit Slack, Steam, Google Chat, où on peut directement poser sa question en fait comme on le poserait à un data analyst. Donc sous la forme d'un chat dans la langue qu'on veut. Et après, nous, on a une solution d'intelligence artificielle qui va venir faire 3 étapes. Première étape, clarifier la question. C'est-à-dire si on pose une question assez ambiguë, on va demander des précisions pour bien être sûr d'avoir saisi le sens de la question. Générer une réponse visuelle, donc souvent sur la forme d'un graphique, le plus adapté aux données, et contextualiser l'information pour dire, voilà, cette information, elle vient de telle base de données où on a fait tel et tel traitement dessus pour qu'en fait, la personne soit maître de sa donnée. Donc, j'ai une petite vidéo sur le produit à l'heure actuelle où il en est. Donc, ça, c'est l'implémentation sur Slack. Donc là, on va dire, par exemple, montrez-moi les top 5 des catégories de produits les plus intéressantes. Pardon. Donc là, nous, on va venir demander, qu'est-ce que tu sous-entends par top 5? Parce que ça peut être en termes de vente, ça peut être en nombre de clics, en nombre de vues. Pareil pour la période du temps. Après, du coup, on a la visualisation. Pour les plus experts d'entre nous, on peut aller directement modifier la requête SQL. Et après, on peut aller un peu plus dans le détail. Donc, sur demander la distribution des ventes sur une catégorie particulière. Et après, on a un éditeur où on peut venir changer le type de graphique, voir les données brutes, les télécharger, les partager avec ses collègues. Voilà, donc ça, c'est un peu où on en est actuellement. Donc, notre produit, il permet de diminuer le temps de réponse, du coup, qui était, donc, on disait, entre 1 heure et 1 jour, à maintenant entre 5 minutes et une demi-heure maximum.
d'avoir un meilleur taux de communication entre les data analysts et SAP, parce que du coup, on a une première réponse. Après, si elle ne nous convient pas, bon, on peut reposer les questions. Et si vraiment on a un problème, il y a toujours la possibilité d'aller en support voir les data analysts. C'est ce qui arrive moins de 5% du temps. Et du coup, on a un gain de productivité parce qu'au final, les équipes de data analyst, ça répondent à des questions souvent très, très simples. Ça leur prend quand même entre 25 à 40% de leur journée, surtout pour les juniors. Donc, c'est un énorme gain de productivité. Donc, le marché, on est sur le marché de coût des outils data et de l'IA générative. Donc, on voit que la quantité de volume de data qui est stockée tous les jours est de plus en plus grande. Et du coup, plus elle est grande, plus il faut de personnes pour l'analyser. Et du coup, c'est un marché qui est gigantesque, qui pèse plus de 60, qui est estimé à peser plus de 60 milliards d'ici 2028. Donc, sur ce marché-là, on a quelques compétiteurs, principalement des startups basées aux États-Unis, telles que Oli ou Difog, et une basée en Grande-Bretagne. Donc, en fait, ces startups, on a des différences principalement sur la technique. On voit que Difog, malgré le fait qu'ils aient été back par le YC début de cette année, leur tech est moins performante que la nôtre sur des problèmes de connecter plusieurs bases de données et de contextualisation. Et Channel, on pourra en parler plus en détail après si vous voulez. Sur le pricing, on a un pricing de SaaS classique, donc un abonnement récurrent par mois et par licence, avec en fait un critère différenciant sur le nombre de conversations. Donc une conversation, c'est le nombre de questions, mais on ne compte pas les questions de clarification dedans. Et du coup, on a une roadmap qui est en fait là à l'heure actuelle déjà où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait. Du coup, on a sorti une première POC / bêta qu'on a pu déjà faire tester et où on est en test activement avec 3 compagnies, principalement basées aux États-Unis et une qui est à moitié basée en Inde et aux États-Unis. Donc là, c'est une phase de test avant une collaboration prochaine. Et le but, c'est qu'en fait, on puisse unifier toute la technologie qu'on a pour vraiment rendre quelque chose qui soit encore plus scalable qu'à l'heure aujourd'hui, parce qu'à l'heure aujourd'hui, on est obligé de faire des choses un peu custom pour chaque compagnie, parce que c'est le début et qu'on est que 3 sur le projet. Et le but, c'est qu'on puisse tout unifier pour pouvoir aller avoir un marché beaucoup plus gros et beaucoup plus facile d'implémentation. Aujourd'hui, on est suivi par Dauphine, AWS et EDEC. Dauphine et EDEC, c'est le où on est incubé. AWS sur leur programme sur Startup Loft. On a quelques advisors tels que Patrice Collin, qui était Business Angel, et Romain Vulmo, qui est chercheur en data visualisation. Et après, des profils un peu plus business, avec Bastien Burier, lui qui était qui a déjà monté plusieurs boîtes. Et notre équipe, du coup, actuellement, il y a Lazare qui est fondeur avec moi, qui lui a du coup travaillé en tant que data analyst chez Conto. Et on a aussi Sarah, qui est data scientist à l'heure actuelle en alternance chez BPCE et qui travaille part-time sur le projet. Merci beaucoup. Beaucoup à toi. Eh ben, écoute, 5 minutes 30, donc voilà, en fait, c'est 30 secondes de plus, c'était bienvenu, je pense. Parfait, c'était très clair. Je te remercie pour cette présentation. On va passer tout de suite au jury avec notre 10 petites minutes d'échange. Qui veut commencer? Je vais y aller. Julien, allez. Merci Jean, j'ai bien aimé, franchement très bon rythme. J'ai adoré que tu commences par la solution et que tu nous fasses toucher du doigt ta proposition de valeur. Je trouve que ça c'était vraiment bien vu, bien clair. C'est très très efficace. 2 choses, tu parles pas assez de l'équipe. Ça vient tout à la fin et c'est un peu bâclé. They follow us, là, les mentors, etc. Ok, c'est vanity thing, mais honnêtement, on s'en fout. La question, c'est l'équipe. Deuxième point, what's the ask? Tu demandes quoi? Tu cherches quoi? Ouais, c'est que j'ai oublié totalement. En fait, normalement, j'ai une slide à part, mais là, en 5 minutes, je voulais le dire pendant la roadmap en disant que pour accélérer sur cette roadmap, on cherche 300 000 € pour 15%, qui est primordial. Et c'est vrai que comme de base, j'ai une slide pour ça, là, je l'ai complètement sauté. Très bien. Non, mais sinon, je trouvais ça super clair. Après, non, moi, j'ai bien aimé, il y a un bon rythme, tu présentes bien. Voilà. Merci, Julien. On enchaîne, Charles-Antoine? Oui, merci Jean. J'ai trouvé que la vidéo de présentation, c'était hyper efficace sur un projet tech. Ça permet de bien vulgariser, ça
on a un bon visuel, ça illustre bien en tout cas en quoi consiste ta solution. Moi, je trouve que tu es passé un peu trop vite sur le business model. Comment tu gagnes de l'argent et de quelles ressources tu as besoin pour passer à l'échelle. Ok, donc comment je gagne de l'argent? Bah, c'est comme on disait, sur vraiment un abonnement de licence, donc par utilisateur, enfin voilà, par mois et par licence. Quand je dis licence, c'est parce qu'on sait très bien que dans les entreprises, il n'y a pas forcément une licence par personne, qu'ils aiment bien partager les licences, etc. C'est pour ça que nous, on limite le nombre de questions par licence, pour justement inciter soit à passer à un plan supérieur, soit à acheter des licences différentes. En plus, par licence, il y aura des droits qui vont être différents. Donc, la personne qui sera le CEO n'aura pas les mêmes droits que, par exemple, le product manager, forcément pour des problèmes évidents. Donc, c'est là où on gagne de l'argent. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on cherche du coup? On cherche 300 000 € pour 15% pour aller plus vite. C'est du coup pour recruter des profils qu'on n'a pas dans l'équipe. Je pense principalement à un data ingénieur. Donc, c'est quelqu'un qui est spécialiste vraiment du, de l'étape avant où on en est, c'est-à-dire, enfin, pardon, un data ingénieur, ça va être quelqu'un qui va être spécialisé vraiment sur les serveurs et sur créer des communications entre les serveurs et nous, et donc qui va pouvoir, on va dire, mettre une sécurité beaucoup plus importante dans notre application. Ok, je te remercie Jean. Sur la partie pricing, je trouve que à chaud, ce n'est pas facilement compréhensible. Donc, si tu peux préciser la slide sur ce point-là, je pense que ça va Exactement. être Parce que vraiment. finalement, tu as un prix à la requête. Je sais pas combien ça fait de centimes à la requête, mais et après, tu le packages en licence si tu veux, mais finalement, Ouais. c'est usage-based pricing. Je sais pas, 5 à 10 centimes. C'est 25 et 25 € la licence par mois pour 40 questions. conversations. D'accord. Ouais. Donc, ça fait 60 centimes la requête. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. La présentation était super claire. Effectivement, la vidéo sert beaucoup. Et j'appuie l'avis de Julien sur le fait que le board, il ne faut pas passer du temps à le présenter. Tu le mets en toute dernière slide avec juste et en précisant plus par texte quels sont leurs postes précis, etc. Et tu gagnes déjà 30 ou 40 secondes. Et il Ouais. faut passer plus de temps sur l'équipe, très clairement. Okay. Sur le reste, c'est super clair. Moi, j'ai plutôt des questions sur le fond de ça doit nécessiter quand même un niveau de maintenance de ta donnée qui doit être super fort et de data labeling qui doit être super fort. Et donc, je n'étais pas trop convaincu par ta taille de marché, puisque je pense que ton outil s'adresse à des. C'est très tech-oriented, quoi. Et donc, je ne suis pas sûr que peut-être revoir un petit peu ta taille de marché ou la donnée que tu donnais de 72% des boîtes n'ont pas de politique data forte, c'est peut-être pas la donnée relevant sur le marché. Ouais, sur le marché, on peine un peu à savoir quel chiffre donner exactement sur ce marché-là, parce qu'on est sur un marché du coup c'est entre les outils de la data et l'intelligence artificielle, donc on ne sait pas vraiment quel chiffre mettre en avant qui est intéressant. En fait, nous, pour donner une idée de quelle taille d'entreprise on vise des boîtes qui ont en fait qui sont assez déjà matures, donc comme vous le disiez, qui a un data labeling et qui utilise la donnée de façon courante dans son entreprise. Parce que des startups trop jeunes, ça n'a aucun intérêt pour nous. Et en fait, on cherche des boîtes qui ont entre, on va dire, c'est près entre 20 salariés et 200 employés. Parce qu'après, ça devient vraiment des grands comptes et ça devient beaucoup trop compliqué avec beaucoup trop de normes d'accessibilité à leurs données et une donnée beaucoup trop confuse. Donc, on est vraiment sur ce secteur un peu PME, enfin principalement PME. Okay. Donc, c'est ça qu'on vise plutôt. À repréciser peut-être. Et un autre point, mais peut-être à mettre en post-présentation, plutôt sur les sujets enfin, lors des échanges en Q&A, je pense qu'il y a un vrai sujet sur la sécurité, de manière générale, parce que tu plugues ça à beaucoup d'outils, tu récupères beaucoup de données différentes, etc. Donc, c'est peut-être avoir une slide pour argumenter lors des Q&A sur le sujet. Oui, ça, normalement, j'en ai une parce que c'est forcément quelque chose qui... Voilà. Ça, c'est typiquement la slide pour argumenter sur la sécurité. En fait, tout à gauche, on voit que c'est la base de données du client. Et ce qui est en tiré, en fait, c'est l'environnement du client. Et donc, en fait, nous, on a notre solution d'intelligence artificielle où on va juste en fait traiter la question en langage naturel.
et on va lui renvoyer, on va dire, les instructions à effectuer sur son environnement pour aller chercher la donnée et l'afficher. Donc en fait, comme ça, nous, en fait, on ne voit à aucun moment la donnée de l'entreprise. Donc comme Ok. ça, il n'y a pas vraiment de problème de sécurité, étant donné que même nous, on ne la voit pas et du coup, on ne la stocke pas, étant donné que tout est géré sur leur serveur chez eux. Et tu as un setup fee prévu dans ton business model ou pas? Je me rends pas Ouais, compte à quel point j'ai c'est. un setup fee prévu et le but aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est encore assez manuel, tout l'onboarding est encore assez manuel, mais le but justement, c'est de réussir à faire quelque chose de beaucoup plus automatique, beaucoup plus automatisé pour réduire de 1 ce setup fees et de pouvoir scaler beaucoup plus facilement. C'est pas très compliqué à automatiser, c'est juste chronophage et donc ça demande beaucoup d'argent, quoi. Très clair, merci. Il nous reste encore 2 minutes 30, donc peut-être pour synthétiser, effectivement, donc tu as su accrocher justement l'intérêt de tout le monde avec ta vidéo, ça c'est top pour la mise en avant, comme ça l'a été dit. Donc à améliorer la partie plutôt pricing, le business model en étant un peu plus précis là-dessus, notamment le setup fee, il n'était pas forcément précisé non plus dans cette slide, donc il vient à la fin avec le travail manuel justement qui est celui là pour le coup dont tu as un peu parlé, mais ça ferait le lien justement avec cette clarification sur le business model. Pareil, moi j'avais une remarque sur le business model. Il n'y a pas une très très grande différence entre le pro et le basique. Apparemment, il y a 20 en tout cas euros. Donc comment justifier ça et dessous? Bref, ça revient à creuser ces aspects-là sur ton business model. Bien sûr, la dernière slide, mais tu le sais, tu l'avais déjà préparé, c'est juste un petit oubli, mais sur tu demandes quoi et à quoi ça va te servir. Donc 300 000 euros pour 15%, très bien. Qui est-ce que tu viserais peut-être aussi? Est-ce que c'est que des business angels au départ qui vont t'apporter en plus de la complémentarité sur différentes expertises? Et clairement, tu auras retenu aussi sur la slide de tes advisors. On la met en appendix et on passe plus de temps sur l'équipe. Est-ce que toi, tu as des questions là pour cette minute 30 qui nous reste pour notre jury? Non, les retours étaient très, très intéressants en tout cas. Et après, ouais, nous, en fait, la problématique actuelle, c'est qu'on ne sait pas si on doit essayer de sortir un produit un peu connexe à ce qu'on veut sortir pour avoir du chiffre d'affaires et d'aller directement voir les BA, ou on peut se permettre d'y aller directement pour pouvoir sortir vraiment le produit qui a le potentiel enfin, le vrai produit qu'on veut sortir. Donc la question, est-ce que, si je comprends bien, tu te défocuses en peut-être essayant de chercher des fonds, ou est-ce que tu vas direct aller sur le marché pour générer toi-même des revenus et ensuite aller lever des fonds? C'est ça la question? C'est ça. Réponse? Alors, un de vous trois? Moi, je pense que tu peux aller commencer à chercher des fonds avec cette présentation vidéo, etc., parce qu'on comprend très bien la feature assez simplement. Tu es sur un sujet qui est quand même très porteur, sur lequel il y a besoin de réaffiner la taille de marché, etc. Mais je pense que tu peux convaincre des BA sur une levée précise assez simplement en montrant la taille de marché, en montrant la qualité de l'équipe. Et Mais ouais, et puis je pense qu'il y a besoin de gens parce que faire les connecteurs que tu dois sortir, je pense qu'il y a quand même beaucoup de boulot dessus. Et tu vas être obligé. Enfin, sur une simple démo comme ça, je pense que c'est quand même compliqué d'aller chercher du CA significatif. Et c'est peut-être plus simple d'aller chercher du fond. Mais peut-être que Charles-Antoine ou Julien auront un avis différent. Merci Pierre. Eh bien, on va terminer. Julien, peut-être mot de la fin, comme Pierre te fait une passe. Ouais, non, je suis assez d'accord avec Pierre. Enfin, parce qu'il y a moyen de lever, c'est des sujets chauds, des dépenses importantes pour les boîtes ou des carences en termes de politique data, etc., des missed opportunities, du lost revenue parce qu'ils n'ont pas les données, etc. Après, oui, il faut que tu aies une petite équipe, effectivement, de CX, de DevOps pour pouvoir avoir quelques cas clients que tu mènes jusqu'au bout, faire un peu de chiffre d'affaires, voir comment ça se comporte avec les clients, voir quels sont l'usage pour après aller lever de manière plus importante et scaler ton équipe. Parce que l'implémentation, effectivement, elle n'est pas simple. Tu vas avoir besoin de ressources sur chaque client que tu vas onboarder, etc. Donc, ça serait bien d'avoir une petite levée, d'avoir quelques contrats clients concrets où tu comprennes comment tu vas scaler ce business. Et derrière, faire important. Mais sinon, le produit, c'est très clair. La valeur ajoutée, elle est évidente.
pour nous qui passons notre temps à faire des requêtes dans Trello à Data Team pour nous sortir telle ou telle donnée et on est soumis à toutes les priorisations à droite ou à gauche, etc. C'est infernal. Donc, En je tant que vois très bien persona, Sea l'intérêt Legals, de. Ouais, moi, je c'est un serais beau super persona pour ravi que toi. tu Ouais. équipes Sea Legals avec ta solution. Donc, je vois très bien à quoi ça sert. Et Donc, je ça, pense que ça ça fait peut le, convaincre des BIA, des angels, ça y est, pas de problème. clairement. Et ça fait le lien d'ailleurs avec justement le go-to-market et le persona, qui était une remarque du jury. En tout cas, belle présentation. Merci beaucoup pour ta participation, Merci Jean. beaucoup. On reste en contact avec plaisir. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite. Salut. Merci beaucoup. Merci. Alors, sans transition, on va enchaîner. On est là pour ça. Et donc là, on va avoir AdvenWorks qui va nous présenter son projet. Donc, bien sûr, c'est différent. On a un panel assez agnostique là de porteurs de projets. Est-ce que AdvenWorks est présent? Yes, je suis là. C'est Salut parfait. tout le monde. Tu étais même bien en avance, Romain. Et ponctuel. Donc là, tu me dis, tu as compris l'exercice, le format, je ne me répète pas. Tu me Ouais. dis quand tu es prêt. Juste, moi, c'est bon. Ouais, bah On let's est go. parti. Allez, Allez, à c'est toi. parti. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc on est AdvenWorks, donc un studio de jeux vidéo focalisé sur les jeux basés sur l'intelligence artificielle. Donc on fait des jeux de grande qualité pour tout le monde. Donc on fait ça en allant chercher les meilleurs talents partout dans le monde. Quelques chiffres pour commencer. Donc on a 3 jeux featurés par Apple, plus de 6 millions de downloads, à peu près 60% de notre revenu qui est aux US et au Canada, et on est 13 personnes. Donc l'industrie du jeu vidéo, c'est en énorme croissance, hein, plus de 200 milliards et plus de 25% l'année dernière. Quand on regarde plus en détail, il faut savoir que c'est sur mobile que la plupart du revenu est aujourd'hui, donc plus de 60%. C'est pour ça que notre studio est mobile first. Quand on regarde encore plus en détail, il y a un gros tsunami qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est l'IA et plus précisément la generative AI, donc l'accès à des layers 1 d'intelligence artificielle qui permettent de faire du texte comme ChatGPT, de l'image, du son, de la voix. Et là maintenant, la bataille, c'est de faire un layer 2 pour pouvoir faire d'intelligence artificielle, pour pouvoir faire des jeux absolument nouveaux et passionnants. Et c'est notre mission. Donc nous, AdvenWorks, depuis la création, on a vraiment fait une usine à jeux. Donc on a la capacité de créer des concepts et de les mettre dans les mains des joueurs. Donc on a créé un grand nombre de jeux sur tout type, de plein de types différents. Donc pour ce faire, on a vraiment un process qui est très data driven. Qui est vraiment, on part d'abord d'une idée, donc dans l'équipe, toute personne peut proposer une idée, on la teste directement avec le marché. Donc on la teste avec un CTR, on teste le CPI et les CTR, on a un degré d'exigence qui est très élevé, à 5%. Ensuite, on teste le fun du jeu avec le playtime, donc on fait des jeux qui ont une forte rétention. Là, on se différencie également avec des jeux qui ont un playtime qui est très élevé. Donc on élimine à 15 minutes. Et ensuite, on travaille sur la profitabilité du jeu avec un ROAS objectif d'au moins 85% pour passer à l'étape d'après. Et on travaille sur une logique de game as a service. Donc, les jeux qu'on fait, nous, on les appelle des jeux hybrides. Donc, c'est des jeux qui sont à la fois accessibles et addictifs, comme peut l'être un jeu casual ou hyper casual, et en même temps avec beaucoup d'un metagame assez profond et un gameplay vraiment qui parle à tout le monde et qui est très engageant, qui monétise beaucoup, comme on peut trouver sur un jeu mid-core et hardcore. Donc cette équation-là, elle est dure à faire, mais on arrive à le faire grâce à notre équipe de talents qu'on a en interne. On arrive à atteindre des daily playtime, qui est vraiment notre core KPI très élevé sur nos jeux. Donc on a jusqu'à 48 minutes de temps de gameplay par jour, hein, sur nos jeux. C'est très élevé. On a développé une technologie qui s'appelle Aper Edge Max, qui nous permet de développer nos jeux plus rapidement que la compétition. Donc voilà, nos points forts. On résout vraiment le problème des difficultés et les limitations de création de jeux vidéo, qui est quand même assez complexe avec notre technologie et notre approche data-driven. On rend possible la monétisation de nos jeux en couplant en fait le fait de faire des jeux qui parlent à tout le monde et qui monétisent beaucoup, qui est une équation qu'on arrive à résoudre, des jeux avec un playtime très élevé. Et on adresse un nouvel horizon du jeu vidéo, qui est les limitations d'interaction qu'on peut avoir aujourd'hui avec le fait que
on est faire humainement une équipe de production, on arrive à résoudre ça avec l'Augmented Generative AI. Donc la meilleur exemple de ça, c'est, notre premier jeu qu'on est en train de faire en ce moment, basé sur l'IA qui s'appelle Stories.ai. Donc comme son nom l'indique, en fait, on peut, créer et générer des histoires interactives à tout moment sur n'importe quel concept. Donc là, on pourrait faire Romain présente à Sid Légal, les slides et on aurait peut-être, donc on a une histoire interactive qui se déroule. Heu pour vous montrer tout ce qu'on peut imaginer. Donc évidemment, il y a de l'heroic fantasy, des dragons, de la science-fiction, mais il y a aussi des choses du quotidien, il y a de l'humour, il y a énormément de choses et on en fait un vrai Netflix ou YouTube de ces histoires interactives comme vous pouvez le voir là. Donc il y a une grosse composante de communauté. Tout ça, on le fait avec des subscriptions, donc voilà. Ça marche très, très bien. On est les seuls au monde à faire ça. Notre secret sauce, là-dedans, c'est qu'on save sur serveur toutes nos requêtes, qui nous permettent de faire de la générative IA avec plus on a des utilisateurs, moins on paye. Et cette secret sauce, on va l'utiliser dans tous nos produits IA. Donc on a Story.ia, on a Draw My Tale également pour les enfants, on va faire Diaries aussi en dialogue, on a un ensemble de choses et pour l'instant, on travaille sur l'image, le son et la musique. Bientôt, la vidéo va arriver, donc on pourra faire des histoires en vidéo et les assets 3D qui vont arriver. Donc la vision long terme, c'est de faire des jeux complets en 3D, avec des prompts. Donc Stories.ia, Draw My Tale, j'en ai parlé, Diaries également. On a une roadmap qui est très, très agressive sur nos ships. Donc on ship, des jeux à peu près tous les 2 mois. Donc voilà, on est vraiment votre ticket pour la générative AI, gaming. On est un des seuls studios à vraiment prendre ça à bras le corps. Nous, on est des fondeurs qui viennent de l'industrie. Donc moi, j'ai travaillé chez Microsoft. On a des gens qui viennent d'Ubisoft, de Gameloft également. On a une équipe de rockstars dans 7 pays. On cherche, donc on va générer, 49 millions de revenus en 5 ans avec 3,7 la première année. Et notre ask est, très simple. Donc, on a un pool de BSA qui est ouvert. On a déjà 100 K qui sont investis et 20 pour les early investors et j'ai terminé. Merci Romain. Donc tu as Voilà. accéléré le début parce que tu as entendu la petite cloche. J'ai été Yes. poli avec toi, donc je t'ai laissé terminer. Merci en tout cas pour cette présentation. On enchaîne avec le jury. Qui veut commencer? J'ai l'impression qu'il y a un petit ordre qui se met en place, donc je vais Allez, commencer. Euh, Merci Jean pour cette présentation. Pour le pitch deck, j'ai trouvé qu'il était vraiment très propre sur la forme. À l'intérieur aussi, c'était très clair. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de travail de design, de marketing sur la presse. Ça, c'est génial. Après, moi, de mon côté, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, mais donc, pour moi, vous êtes un studio de jeux vidéo avec une partie générative IA, donc orienté B2C, si j'ai bien compris. C'est ça, Et ouais. dans ce cadre-là, je n'ai pas bien compris en quoi la levée de fonds pourrait vous apporter quelque chose de plus par rapport à vos trends, à vos revenus, à la génération de réseau, etc. Ouais, effectivement, j'ai pas du tout couvert le use of fund. Donc, là, globalement, ce pivot générative AI, l'objectif, c'est vraiment de pousser très, très fort dessus. Et donc le plan qui est présenté ici, c'est, grâce justement à cette levée, pour poursuivre, justement ce planning qui est très agressif. D'accord. Donc, l'objectif, c'est de recruter plus pour pouvoir sortir plus de jeux et du coup, récolter encore plus de revenus. Effectivement, c'est du people, ouais, chez nous, c'est vraiment du people et des PC, donc globalement du people. OK. Je passe la main. Bah, j'enchaîne dans ce cas-là. allez. Merci pour la présentation, ouais, effectivement, qui est très belle, très dense aussi, hein. Tu as rushé beaucoup d'infos et cetera, mais je pense que c'était, important parce que le sujet est pas non plus évident à appréhender. Un peu le même retour que Charles-Antoine, j'ai eu du mal à comprendre, quel était le client, in fine, notamment, sur une de tes slides où tu présentes, ta licence à 9,90 € par mois, il me semble. Ouais. Ce qui m'a un peu perdu parce que je me suis dit: «OK, ça Semaine. part sur, On a tous été un peu perdus sur ce slide. sur ce studio». Quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est, de prendre le temps de présenter un peu le process de décision chez vous, qui je trouve renforce vraiment, l'aspect, équipe d'experts, OK. capacité d'exécution et cetera. C'était assez intéressant, puis on ne voit pas forcément sur tous les decks.
Par contre, des points qui, moi, m'ont manqué, tu parles beaucoup effectivement d'IA générative, etc. On voit beaucoup moins qui s'occupe du revenu chez vous. Quelle est l'expertise de la personne qui s'occupe de mettre en place toute la gamification et le revenu flow sur chacune des apps, qui je pense sont aussi peut-être des sujets, je ne sais pas à quel point ils sont automatisables, etc. Et donc, un point qui, moi, m'a manqué un peu. Ouais. Mais sinon, ouais, la presse est très bien, de manière générale. J'ai pas tellement plus de retours. Je laisse Julien apporter des. Est-ce que peut-être avant, tu veux rebondir sur la partie Ouais, justement ouais, non, revenu, effectivement, c'est Romain? pas du tout précisé, je l'ai pas mentionné. Ça, c'est le travail du Game Economy Designer. Donc, ça fait partie des missions de l'équipe de Game Design dont Aline s'occupe, donc en tant que fondatrice. Mais effectivement, c'est un métier extrêmement important dans le gaming, enfin, bon, dans toute startup, mais dans le gaming encore plus. Enfin, en tout cas, on a beaucoup de virtual currency et de hard currency, de subscription et de publicité. Il faut bien l'équilibrer en fonction du type de jeu. Donc, Ouais, Très bien. résultat, le modèle de revenu n'est pas du tout le même pour chacune des apps. T'en as où tu vas chaque plus jeu est fermer différent. ads et Après, là, d'autres où tu sur vas faire beaucoup plus du in-game payment, Ouais, etc. tout à fait. Chaque jeu est vraiment différent. Après, tout ce qui est Generative AI, c'est vrai que là, j'ai pas eu l'occasion de le dire. Ce qui est génial, c'est qu'il y a une grosse appétence des joueurs et donc ça nous permet de faire un business qui est très basé sur l'abonnement et donc aller taper à des abonnements à 9,99 par semaine. Là, en ce moment, il y a une consommation sur mobile pour aller faire un avatar personnel juste en utilisant un peu de Generative AI à ce type de prix. Donc voilà, avec une offre intéressante, on peut aller taper là-dessus, quoi. Déjà sur nos jeux traditionnels, c'est des abonnements qu'on fait. Conversion rate est bas, mais en tout cas avec là, il est plus élevé. Voilà. Merci pour ces précisions, Julien. Merci Romain. Non, c'est super beau, c'est costaud, j'ai adoré. Enfin, tu as un bon rythme, tu as un bon son. Franchement, les slides sont beaux. Je suis assez impressionné. Tout allait bien jusqu'au dernier slide. Puis là, j'ai eu un peu une douche froide quand j'ai vu ta cap table. C'est qui Level Up? Pourquoi ils ont 39% au départ alors que vous êtes à peine dans les starting blocks? Ouais, j'ai l'habitude de ça. J'ai l'habitude de ça. En fait, ils étaient pour la petite histoire, j'ai incorporé la boîte. J'ai eu la term sheet de Level Up, la première, 1 heure avant d'avoir l'incorporation de la boîte. Donc voilà, c'est juste pour dire que ils sont vraiment, ils sont quasi fondateurs. Donc on a fait une levée de 700K avec eux, vraiment à la création de la boîte. Voilà, donc ça explique un peu cet équilibre. Et après, on a Alors, fait une. appelle-les Level Up Co-founder, quelque chose, enfin, pour marquer Ouais. cette question, parce que sinon, chaque fois, ça. Je l'ai à chaque fois et de toute façon, ça prend, voilà, c'est toujours de toute façon le point. J'ai eu des sessions de pitch où les gens ont tout simplement dit merci, au revoir au moment où ils voyaient ça. Enfin, genre, on a C'est ça. coupé le pitch. Donc voilà, C'est ça. voilà, ça m'est arrivé plein de fois, Ouais. donc je sais bien à quel point Mais c'est délicat, non, effectivement. à part ça, et puis le Ouais, 9,99 par semaine, où on n'a pas très bien compris, aucun d'entre nous, visiblement. ouais. À part ça, la présentation elle est super belle. Le flow est bon, c'est impressionnant. Très bien. Cool. Bah, Il super. reste Merci. 3 minutes 30, donc on va continuer quand même à échanger un petit peu, histoire de maximiser ces retours et cet échange avec le jury et toi, Romain. Moi, de mon côté, alors je m'y connais pas du tout dans le secteur du jeu vidéo, et quand tu as présenté effectivement le process de décision, il y avait plein d'acronymes, et pour donc des personnes qui s'y connaissent pas trop, Ouais. peut-être un point vulgarisation, parce que tu es expert, là, à n'en pas douter, évidemment, mais voilà, pour des personnes assez profanes, un petit explication parenthèse de 1 seconde sur chacun pour expliquer ça et dire à quel point voilà, c'est super bien fait et c'est très différenciant et c'est un atout pour vous. Peut-être aussi à se le noter. Est-ce que tu as des questions du coup pour le jury? Moi, je suis preneur, bah, alors de retour, merci déjà, et puis, de pointeurs ou, voilà, là, on est activement, on a ouvert du coup ce pool De de BSR? safe, hein, Ouais, donc là, on a déjà des investisseurs qui ont mis 100K. On en cherche en ce moment, donc voilà, si vous avez des pointeurs pour ça. très Et on bien. prépare du coup la levée, assez costaud là avec des VC Ce où serait effectivement combien le dernier, voilà. d'ailleurs? Alors, bah, juste donc on était sur à peu près 3 millions là, D'accord. voilà, Et mais ça, c'est peut-être un point à préciser parce que quand on regarde ouais, justement les modalités du BSR que tu proposes, 10 millions ouais, de value cap, ça peut effectivement paraître assez élevé. ouais, Aussi, quand tu as précisé que tu as eu 700 000 € de level up, pareil, en fait, ça permet de décanter peut-être les questions qui seront
sur ces aspects-là. Et Bien un sûr. floor de 4 millions, bah, peut-être c'est corrélé aussi à ces 700 000 euros initialement investis. Il y a eu 1,5 million après aussi, en plus. Hein. Donc, Ah, bah, on voilà. découvre Ça, plein ça de choses justifie. en Non, mais échangeant ça alors. justifie du coup le. Donc, Voilà. voilà, donc peut-être mets-le à Mm. ce niveau-là, comme ça, ou alors après c'est dans l'échange, hein, parce que si on en arrive là, c'est souvent c'est que bah, le reste a été assez clair. Mm. Mais effectivement, donc 10 millions de cap, 4 millions de floor, et après early investor, on est sur 20%, ce qui est un peu plus attractif que le 15% de ce que tu proposes. Mm. Très bien, ça peut susciter des questions, notamment celles que je viens de te poser. Ouais. Et vous, le reste du jury, on est bon, on a fait le tour. Oh. Un mot de la fin? Peut-être d'intérêt à chercher quelques gros angels anglo-saxons quand même. Non, c'est ton. C'est quoi, Surtout si tu vises le ton marché CFA est américain. international. Mm. Ouais, clairement. Clairement, ouais. Je ne sais pas si tu es aussi à l'aise dans ton pitch en anglais qu'en français, mais Si, ton habituellement, je le deck, fais il en est où? anglais. Je le fais en anglais d'habitude. Ouais. Donc, ouais, On a clairement. l'habitude aussi de le faire. Peut-être regarde Seal Legals UK avec Anthony, qui est notre CEO chez Seal Legals. Et là, pour le coup, bah, voilà, de toute façon, les exercices comme ça, tu le fais. À mon avis, tu as l'habitude de le faire. Donc, le travail en anglais, il a justement beaucoup l'habitude de faire ce genre de choses. Donc, bah, n'hésite pas à regarder ça également. Merci beaucoup, Romain, Top. Merci à vous. et à Merci à très tous pour votre temps. bientôt. Merci. On va enchaîner. Alors, vous avez l'habitude maintenant. Qu'est-ce qui va suivre? Alors, on va être avec SwitchGrid, qui doit être effectivement dans le call aussi. SwitchGrid, est-ce que... Ouais, tu es Salut. là. Parfait, salut. Ouais. Parfait, donc l'exercice, c'est bon. 5 minutes de pitch, 10 minutes de questions-réponses. Je te laisse partager ton pitch deck. Quand tu es prêt, tu me dis. Et je lance, du coup, le décompte. Yes, c'est bon? Alors, du coup, c'est moi qu'il faut attendre 2 secondes. Et là, on va être bon. Ça y est, c'est bon. À toi. Ok. Bon. Mais je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, mais ça fait pas de mal de rappeler un peu ce qui a buzzé. Le 15 février 2021, il y a plus de 5 millions de personnes au Texas qui se sont vues couper l'électricité pour éviter un blackout total. Aujourd'hui, en Europe, on est face à une situation comparable, avec un réseau vieillissant d'un côté, une électrification croissante des procédés de l'autre, et il devient donc nécessaire de pouvoir piloter la demande en temps réel. Et c'est pourquoi RTE considère que si aujourd'hui on est capable de piloter 5 gigawatts de puissance électrique actuellement, d'ici 2050, il va falloir être capable de piloter 45 gigawatts, soit une augmentation de 800%. Et quand on a pris un peu la mesure du problème, on voit très rapidement qu'en fait, le chauffage électrique, c'est à la fois un use case idéal, mais quelque chose qui n'a pas été craqué aujourd'hui. C'est un use case idéal pour 3 raisons. La première, c'est que c'est 45 gigawatts de puissance installée. Ensuite, c'est 40% des pics hivernaux. Et finalement, via l'inertie thermique, c'est très facile de couper pendant 20-30 minutes un chauffage électrique sans qu'il y ait aucun impact sur le confort utilisateur. Du coup, les deux questions auxquelles il faut répondre, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a que 1% des radiateurs qui sont capables de valoriser leur flexibilité sur le marché de l'électricité? Et 2, comment est-ce qu'on fait pour taper les 99 autres restants? Et pour répondre à la première question, la réponse, c'est parce que les solutions existantes ne répondent pas aux besoins utilisateurs. En fait, pour faire simple, l'utilisateur moyen, il est OK qu'il y ait une solution qui vienne prendre le contrôle sur son chauffage et lui couper temporairement si, il ne paye pas trop cher ou quasiment pas du tout, et si deux, on lui partage les revenus avec lui de manière à que ça soit fair psychologiquement. Sauf que les solutions actuelles, elles font du rétrofitting de radiateurs, donc elles développent un hardware, derrière elles viennent l'installer, donc ça veut dire qu'il y a 50-60 euros de coût de développement de hardware. Derrière, il y a un électricien qui passe une demi-journée chez vous. Globalement, vous rajoutez les coûts acquisition client aux ordres de 600-700 euros. Du coup, forcément, elles ne peuvent pas partager les revenus avec l'utilisateur, et ça rentre un peu un cercle vicieux où du coup, l'utilisateur ne veut pas utiliser la solution, et maintenant, elles sont quasiment poussées que chez des bailleurs sociaux ou autre type de structure. Et donc, nous, notre vision produit, c'est de venir et d'être capable en fait d'intégrer des solutions de flexibilité dans des thermostats intelligents sans en fait qu'il y ait une installation à payer, une deuxième installation nécessaire. Et on va faire ça en 4 étapes. La première étape, c'est qu'on va faire un programme pilote en contrôlant du chauffage uniquement via du thermostat mural pour en fait comprendre tout ce qu'on peut digitaliser, pas avoir mettre dans le software et du coup sortir du hardware. Du coup, ensuite,
développer un hardware minimal qui peut être installé, en fait, on va dire, par n'importe quel électricien de quartier, entre guillemets, sans qu'il y ait besoin d'une formation supplémentaire. La troisième étape, c'est une fois qu'on est bien à l'aise sur notre hardware, retourner voir les équipementiers, intégrer ça au radiateur pour en fait rentrer chez tout le monde. Et ensuite, finalement, c'est de passer du radiateur aux d'autres équipements, parce que globalement, quand vous avez quelque chose qui marche sur un radiateur, ça marche sur une clim, une pompe à chaleur, et là, vous pouvez vraiment apporter de la valeur à plein de gens. Et quand je dis apporter, et aujourd'hui, on a un POC et 2 pilotes. Donc, le POC, si on regarde un peu la slide d'avant, c'est entre le point 1 et 2, parce que dans la vie de startup, je pense qu'on ne fait pas toujours tout dans l'ordre parfait, mais en gros, on est capable de piloter un chauffage, on est intégré au marché de l'électricité, de A à Z, on est capable de tout faire. On a 2 pilotes, donc un logement social et une résidence étudiante qui sont OK qui ont signé pour nous laisser venir tester la solution chez eux l'hiver prochain. Et évidemment, ce qui est assez excitant, c'est de se dire qu'on ne va pas forcément avoir un impact sur 1, 2, 5, 10 personnes, mais qu'il y a vraiment moyen d'avoir un impact énorme chez plein de gens. Typiquement, si on regarde uniquement les radiateurs électriques en France, c'est un marché de 4 milliards d'euros annuels, parce qu'en parlant en revenus récurrents liés à la flexibilité, j'imagine qu'il y aura des questions derrière là-dessus. Et ça ne prend pas en compte à la fois l'internationalisation avec des pays comme le UK ou l'Allemagne qui veulent sortir les chauffages à gaz et le fait qu'on puisse aussi passer sur d'autres équipements à terme comme les clims ou les pompes à chaleur. Et de plus, si on arrive vraiment à casser cette deuxième installation, on va être capable en fait de partager les revenus avec les utilisateurs et d'avoir des unit economics hyper attractifs parce qu'on n'aura pas besoin d'envoyer un électricien une demi-journée chez quelqu'un. Et on a calculé que, par exemple, sur un radiateur électrique de 1500 watts, on avait une contribution margin de 300 € sur la durée de vie du radiateur, ce qui permet en fait de créer un business très, très rentable. Aujourd'hui, on est 2. On a commencé à la fin de l'année, complètement en janvier. On est 2. Moi, c'est Mathieu. Je fais plutôt école de commerce, je suis responsable opération et commerce. J'ai travaillé les 4 dernières années en Allemagne dans Startup Studio justement pour apprendre un maximum comment monter une boîte. Et mon cofondateur Kevin sur la partie technique, lui il a travaillé dans une boîte qu'il a rejoint quand il était 10 employés. Il est sorti, ils étaient 200. Lui des grosses compétences sur la partie software engineering, software architecture. Et sur la partie hardware, on a aussi un advisor qui nous aide, ancien CTO et cofondateur d'une boîte hardware. Et aujourd'hui, on lève 300K via un BSAR. Et ces 300K devront nous permettre de finaliser nos premiers algorithmes, piloter notre programme pilote chez les gens durant l'hiver prochain et ensuite être en bonne position pour un programme seed au premier trimestre 2024. Merci. 5. Eh ben, tu as eu un timing parfait, avec les petites 30 secondes évidemment, mais très bon timing. Je te remercie, Mathieu. On va enchaîner directement avec vous, le panel. On garde le même sens. Allez, non, Julien, vas-y. Pardon. Merci, Mathieu. Mon premier commentaire, c'est qu'il y a trop de texte dans tes slides. Il faut que tu améliores vraiment la forme. C'est trop lourd. Tu sais, les investisseurs, ils passent 3 secondes par slide. Donc, il faut vraiment que tu essayes de synthétiser l'info, de le faire, que ce soit un peu plus percutant visuellement, etc. Parce que c'est intéressant, c'est très intéressant, mais il y a des slides qui sont trop chargés. Deuxième point, comment ça se fait qu'avec 300K, vous êtes 2, 3, vous teniez que jusqu'en Q2 2024, ça c'est court. Tu vas démarrer ton pilote l'hiver prochain. En Q1, tu commenceras peut-être à avoir quelques données. En Q2, faire ta levée de fonds en seed, ça paraît difficile. Enfin, tu vois, il faut que tu te donnes au moins 18 mois de runway, plutôt 24. Enfin, tu vois, ça me paraît pas très bien calé cette histoire de deuxième levée en Q2 l'année prochaine. Ou le montant levé, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais de tes 300 kilos? Voilà, c'était. Et puis le troisième point, c'est j'ai pas très bien capté le go-to-market pour le coup. Ouais. Tu veux répondre là tout de suite? Oui, si c'est possible. Du coup, sur le premier point, merci. Je vais adapter pour les prochaines fois. Sur le deuxième point, en fait, c'est qu'on va Surtout qu'au devoir début, pardon, je te coupe, mais au début, c'est très bien. Tu as des slides hyper synthétiques et puis tout d'un coup, on voit quand tu rentres dans les slides métiers, alors là, t'as des messages beaucoup trop longs, quoi. Ok. Sur le deuxième point, qui est celui des 300K, en fait, on en a besoin parce qu'on va devoir, sur les premiers algorithmes, il y a un peu de machine learning, il y a une intégration à effectuer avec le thermostat qui sera partenaire.
Derrière, on va acheter pour les programmes pilotes, il n'y a pas de hardware à développer, mais il y a des choses à acheter et à aller installer chez les gens. Ensuite, l'idée, c'est aussi en fait voilà, l'idée est double au sens où nous, on veut lever vite parce que normalement, si on prouve la valeur via un pilote sur l'hiver, en fait, comme c'est très saisonnier, bon, ben, normalement, derrière, on peut relever pour accélérer et passer à l'étape suivante. Mais en fait, on a quand même mis un petit buffer, on a quand même mis, l'idée, c'est de ne pas non plus avoir le couteau sous la gorge à la fin du premier trimestre. Et sur le troisième point, le go-to-market, ouais, c'est vrai que ce n'était pas très clair, je clarifierai. L'idée, c'est en fait, dans un premier temps, de prouver la valeur de notre produit en B2B2C, donc via des logements sociaux ou property managers, parce que la raison, c'est pas parce qu'ils sont publics ou quoi, mais c'est parce qu'en fait, quand vous convainquez une personne, bah, du coup, derrière, d'un coup, vous avez accès à beaucoup d'équipements, donc les ratios financiers sont intéressants. Ensuite, la deuxième partie du go-to-market, c'est une fois qu'on a prouvé la valeur, repartir voir les équipementiers. On est d'ailleurs déjà en contact avec eux pour en fait leur dire, OK, maintenant, on a une solution un peu, voilà, bon, ça ne ressemblera pas à ça, mais on a un peu la carte magique qui vous permet de, un, monétiser vos équipements, deux, construire un avantage concurrentiel, et trois, améliorer vos notations ESG. Du coup, eux l'intégrer dans les équipements ou au moins le placer dessus. Et derrière, en fait, faire du licensing de notre équipement et commencer à être distribué par les équipementiers. Et un dernier point de Je sais pas si j'ai détail, après je répondu. m'arrête. Un dernier point de détail, pardon. Sur ton premier slide, enlève-moi le confidentiel, parce que alors là, tu mets déjà l'angel de mauvaise humeur avant même que ça commence. OK. Ça veut dire quoi, confidentiel? Enfin, soit tu es là et tu partages les infos, soit tu n'as pas envie de partager les infos, et puis salut, quoi. OK. Voilà, tu as vu, hein, ça les met de mauvaise humeur, ce confidentiel, donc tu pourras l'enlever. Pierre, si tu veux enchaîner. Ouais, je vais enchaîner. Effectivement, il y a besoin d'un petit coup de pinceau sur l'impresse. Je pense qu'il y a une des façons plus efficaces de le mettre, de présenter les infos. Tu vois, ne serait-ce que sur ta slide, un POC de pilote. C'est bien de mettre un POC de pilote, mais c'est sur quel type d'acteur. Enfin, tu vois, il y a des choses que tu peux rajouter en diminuant un peu la taille de tes textes, ça, pour faire un peu plus respirer tes slides. Donc, il y a un léger coup de pinceau. C'est le même cas sur ton ask à la fin. Sur le BSA, si tu as Ouais. déjà les conditions, bon, bah, tu précises ton floor, ton cap, la décote, ce genre de choses. Ça, c'est un premier point, vraiment, sur la forme. Autre point sur la forme, moi, j'en ai vu pas mal de boîtes qui faisaient de la flex grid récemment. Le hook de début est très bon. Je ne l'ai jamais eu, mais effectivement, c'est toujours bien de remontrer et de pas partir de repartir de ce concret du Texas, quoi. Pas juste de dire oui, en ce moment, c'est compliqué en Europe, les prix de l'énergie et tout. Et à l'inverse, il y a un autre point qui est que les térawatts, les gigawatts, ça ne parle pas, les kilowatts, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, ça peut toujours être bien de redire ce que ça représente en termes d'équivalent de consommation de ménage ou autre, ou de pourcentage de la consommation ou de la production globale française ou européenne. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, attends, je regarde juste. Si, et puis sur la forme, pareil, il y a des choses intéressantes que tu dis sur l'équipe, que tu dis juste à l'oral, que tu pourrais mettre sur la presse. Typiquement, les phases de scales, ton précédente expérience entrepreneuriale, pas hésiter à préciser le nom de la boîte, ce sont des petits points de détail. Sur le fond, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut présenter le produit un peu plus tôt. Exactement. Et il y a peut-être aussi une slide de comment tu fais ton revenu et comment il est redistribué, qui est intéressante à faire entre ton coût, ton prix de vente, et en face, la génération, comment c'est réparti entre toi et le potentiel end user ou le HLM. Enfin, le end user B2C ou B2B. Histoire de comprendre plus simplement le business model. Que j'ai un peu moins compris. Et je pense que c'est tout à fait ma faute. J'ai pas trop compris pourquoi il n'y avait pas besoin d'électricien, etc. Mais j'ai décroché 30 secondes. Donc voilà un peu mes retours. Et j'en profite pour ajouter que tu m'as envoyé un mail la semaine dernière et je suis vraiment désolé, je ne t'ai pas encore répondu. Mais le dossier est sur la pile et donc je reviens vers toi très très vite. Ouais, c'est ça, à quoi servent aussi ces sessions. Regarde, parfait, meilleur contact là, que tu as pu avoir. Mathieu, tu vas enchaîner, Charles-Antoine, et après on te laisse, Mathieu, rebondir dessus. Ouais, Ok, merci parfait, merci. Laurent. Merci pour cette presse, Mathieu.
Pierre m'a enlevé les mots de la bouche sur la partie produit. Donc, moi aussi, j'ai trouvé que le hook était vachement accrocheur. Par contre, la mise en contexte était un peu longue et ça nous a un peu défocus sur la partie produit qui n'est pas assez mise en avant à mon goût, sachant que c'est hyper intéressant parce que tu as un mélange software-hardware. Il y a déjà un proto que tu nous as montré. Donc, il y a eu pas mal de réflexions sur la conception. Et je pense que ça concrétiserait plus le projet et l'ambition de nous montrer un peu ton architecture, comment ça fonctionne et comment tu apportes de la valeur à partir de ces éléments-là. Et moi, ce qui m'a manqué, c'est plus d'informations sur l'utilisateur final. J'ai pas trop saisi si le propriétaire du foyer pourrait, lui, via une application, savoir s'il consomme trop ou pas. Si c'était uniquement le fournisseur qui pourrait avoir de la valeur sur les économies qu'il pourrait faire. Donc voilà, si il pourrait avoir une slide pour mieux comprendre qui sont les utilisateurs et comment ils s'en sortiraient via ta solution, ce serait top. Ok, merci. Ouais, bah, ouais, faut que... ouais, évidemment, ça, on l'a. Et il y aura l'enjeu d'être capable de le mettre en 5 minutes. Mais pour répondre à vos questions, explication sur le business model. Bah, du coup, j'ai entendu que vous, Julien et Pierre, vous investissiez dans les projets impact. Donc, peut-être vous êtes familier avec les logiques d'effacement et de flexibilité électrique. Mais pour les autres qui connaissent peut-être pas, en fait, ce qu'on peut imaginer, c'est un peu comme une bourse de l'énergie ou de l'électricité, pardon, où à tout instant, en fait, il y a certains acteurs qui peuvent envoyer des appels d'offres, en gros, pour dire, OK, n'importe quel acteur qui est capable de réduire la conso de tant de mégawatts dans tant de secondes et pendant tant de minutes, je lui paye 200 €. Et nous, en fait, on sera indirectement intégré à ces mécanismes via un partenaire. Et ça nous permettra en fait de nous aligner sur ces appels d'offres. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent en fait. C'est en réduisant la conso en réponse au moment de tension sur le réseau, qui sont, pour aller un peu plus en détail, de grosses familles, ou quand l'électricité est trop chère, polluante, et donc là on est indirectement payé par les fournisseurs d'électricité, ou quand l'équilibre production-demande est mis à mal par des variations inattendues de production ou demande, et que du coup là, on est directement payé par RTE justement pour garantir la stabilité du réseau électrique. Et après, sur les infos sur l'utilisateur final, en vérité, c'est un très bon point, et je pense que je vais donner une mauvaise réponse parce que la vraie réponse, c'est qu'on ne sait pas trop en fait. On ne sait pas trop parce que nous, ce qu'on veut, c'est prouver la proposition valeur flexibilité. Ensuite, tous les ans, donc on sait qui est l'utilisateur final, ça c'est sûr, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ok, est-ce qu'il y aura d'abord une appli, des choses comme ça? C'est des choses sur lesquelles on est aussi en train de se pencher. Là, on a eu de la chance, on a eu nos premiers financements, donc là, on a eu la bourse BFT, 70 000 aussi en plus. Et justement, dans la bourse BFT, il y a une grosse part qui part en recherche utilisateur. En fait, justement, le but, c'est qu'à côté du pilote flexibilité, il y a aussi les premières features qui soient en fait les plus importantes pour le consommateur qui arriveront avec en fait. Mais voilà, du coup, désolé pour la réponse. Ah, mais non, mais pas de souci. Non, il faut être très honnête, c'est le but justement de l'exercice. Et là, il nous reste 20 secondes. Un conseil peut-être pour Mathieu sur cet aspect-là, ce point? Comment trouver peut-être Moi, j'ai une question, ouais, parce que pour moi, avec les 2 POC que tu as et ton objectif de 150 équipements, tu n'as pas une taille critique qui te permet d'obtenir un statut de trader sur le marché de la flexibilisation. Ouais, en fait, on est primo-agrégateur, si jamais ça te parle. Ok. Donc, on travaille avec un opérateur d'effacement, et l'idée, en fait, c'est de faire un long contrat. Eux, ils croient en notre vision, du coup, ils vont en bénéficier aussi parce qu'ils pensent qu'on va être grand. Et par contre, nous, ça nous permet d'apprendre un max, et comme ça, on peut se concentrer sur l'acquisition client et tout. Et puis, exactement. Et une fois qu'on a appris, on va en terminer là, parce qu'on a Jérémy qui va passer en dernier, qui a eu la patience en plus d'attendre. Mais merci beaucoup Mathieu. Donc pour résumer, donc un petit travail coup de pinceau pour rendre un peu plus impactante tes slides. Et puis pour le reste, voilà, tu as pris des notes, ce que j'ai vu, c'est parfait. Plein de bonnes choses avec ton projet. Si tu as des questions d'ailleurs sur les conditions de ton BCR, etc., on est là pour ça aussi avec Seedlegals, donc tu n'hésites pas. Et on se revoit bientôt. Passez une bonne fin de journée. Ouais, au revoir. Au revoir. Salut Jérémy, merci pour
pour ta patience. C'est jamais trop évident de passer en dernier parce que tu as tes camarades qui passent avant, mais bon, tu peux vaguer à tes occupations, te mettre, tu vas couper la caméra ou écouter aussi. Ouais, c'était intéressant. Il y a des beaux projets, hein. Il y a plein de belles choses, des bons conseils évidemment, hein. Je ne suis que dans les superlatifs positifs évidemment là-dessus. On va commencer avec toi. L'exercice, tu connais. Donc, dès que tu es prêt et que moi aussi, je lance le minuteur 5 minutes Yes. et 5 minutes 30 d'ailleurs. Voilà. Grâce à Antoine, on n'oublie pas. Et on y va. Tu me dis. Alors, hop. C'est bon pour le partage d'écran? C'est bon pour le partage d'écran. On y va. C'est parti. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je vous présente le projet Web3 for the Planet. Attends, pardon, je te coupe. J'ai coupé aussi parce qu'on voit ton timer aussi là. Je vois aussi mon timer, d'accord. Tu peux réinitialiser. Allez, on repart. Ah oui, ok. Je l'ai enlevé, ok, pas de souci. Quand tu veux. Allez, go. C'est bon, on peut retourner. C'est parti. Donc, bonsoir à tous. Je vous présente donc le projet Web3 for the Planet. C'est une entreprise dont la mission donc, c'est de libérer l'investissement dans la décarbonation de l'économie en utilisant la blockchain. Alors, le problème principal aujourd'hui, c'est qu'on n'a qu'un quart des 4 trilliards qui sont nécessaires aujourd'hui à la transition énergétique qui sont investis chaque année. Notre mission, c'est de permettre aux investisseurs retail et aux business d'investir dans des climate tech. Donc, ce sont des sociétés innovantes qui vont capturer ou réduire les émissions de CO2 et de pouvoir mesurer et démontrer leur impact de manière transparente, notamment grâce à la blockchain. Notre solution, concrètement, c'est une plateforme, c'est la première plateforme d'investissement qui est dédiée à la réduction de l'empreinte carbone. Notre proposition de valeur, c'est de proposer donc, une alternative aux options aujourd'hui qui existent avec une solution qui est plus efficiente. Concrètement, chaque euro, donc monnaie fiat ou crypto, puisque du coup, il y a la possibilité de payer aussi en crypto, étant donné qu'on est sur la blockchain, permet donc d'avoir un impact direct et mesurable sur les réductions de CO2. On est transparent, donc la blockchain elle garantit la traçabilité du nombre de tonnes de CO2 qui sont réduites ou évitées grâce aux technologies qu'on finance. On est donc sur également une notion de performance pour les investisseurs, puisque la sphère de la climate tech, c'est un marché qui va grossir fortement et qui va atteindre 1,4 milliard de dollars en 2027, donc dans 4 ans. Et puis, on est sur une notion d'investissement ludique. On va gamifier l'expérience d'investissement en proposant du coup des NFT et des utilités attachées à ces NFT. Comment ça marche concrètement? Nous, notre métier, c'est de sourcer les innovations, les climate tech. On ne le fait pas tout seul, on le fait avec un partenaire qui est Time for the Planet et également l'association des dividendes climat. On va voir son importance juste après. Donc, on permet concrètement aux investisseurs nous, on tokenise donc, les actions des entreprises et les investisseurs, concrètement, ils achètent un NFT qui représente ces actions. Chaque année, les investisseurs ils gagnent des dividendes climat, donc qui est en fait une mesure de tonnes de CO2 qu'ils ont évité grâce à leur investissement. Et c'est ça qui permet aussi aux NFT de prendre de la valeur. Et enfin, on propose une marketplace pour échanger ces NFT à tout moment, soit entre particuliers, soit on va le voir avec des business. Notre marché, il est gros, donc c'est 100 millions d'investisseurs qu'on vise. Globalement, c'est la catégorie masse affluente, c'est-à-dire des investisseurs qui ont au moins 100 000 $ de liquidité. Et nous, sur ce marché adressable, on va viser plus spécifiquement du coup 3 milliards d'investissements sur le segment qu'on vise. Côté go-to-market, on va d'abord targeter les investisseurs retail, donc catégorie des climate enthusiasts, donc qui veulent contribuer à la neutralité carbone et mesurer concrètement leur impact environnemental, mais également la communauté Web3 qui veut diversifier son investissement, chercher des projets à impact et mesurer du coup leur investissement et leur contribution. Et puis ensuite, on va aller chercher les entreprises, une fois que la communauté retail est créée,
qui veulent bien sûr mesurer leur contribution envers la neutralité carbone, qui veulent aussi, on va dire, réduire les risques de communication type greenwashing parce qu'ils vont pouvoir vraiment communiquer sur le nombre de tonnes évitées de manière tangible avec les décisions de climat. Et aussi, on les dérisque parce qu'ils vont pouvoir choisir les projets qui ont le mieux marché sur la marketplace. Moi, je suis Jérémy, je suis le CEO de Web3 for the Planet. Je suis un entrepreneur, un repeat entrepreneur. J'ai monté plusieurs entreprises. La première qui fait 10 millions de CA, qui est rentable, et la deuxième que j'ai revendue à Swile en 2020. Et je suis associé avec Smart Impact, l'éditeur du coup de la marketplace Cardashift, qui est une marketplace Web3. Et j'ai Mehdi Colli, le CEO de Time for the Planet, le fonds d'investissement aux 110 000 investisseurs, qui est Strategic Advisor. Et donc, ces partenaires sont importants puisque concrètement, Time for the Planet apporte la supply. Ils apportent 1200 innovations qu'ils ont dans le pipe. Ils apportent aussi une partie de la demande avec leur communauté de 100 000 investisseurs et tout le protocole des dividendes climat qui va permettre de mesurer l'impact de l'investissement. Et Cardashift apporte toute la techno et le produit avec leur expérience, leur team de 50 développeurs et leur communauté Web3. La roadmap, donc finaliser le tour de table d'ici juin, 400K, lancer le développement produit pour être en mesure de lancer une version privée fin Q3 et une version publique de la plateforme en octobre pour atteindre 5000 investisseurs fin d'année pour 1 million de volume d'affaires sur la plateforme. Et à 2028, on vise 200 000 investisseurs et plus de 500 000 dans le dividende climat qui ont été distribués, avec, comme vous le voyez, une progression exponentielle sur cet aspect-là et donc une importance qu'on va mettre sur ce KPI. Et donc, comme je disais, on lève aujourd'hui 400K auprès de Business Angel pour onboarder les 20 000 premiers investisseurs, financer la technologie, le marketing et toute la partie légale qui est un point important, ce qui nous permet aussi de tenir 18 mois. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, Jérémy, ça ne va pas manquer, hein, tu es là pour ça, tu le sais. Donc, on va passer directement au jury. Qui est-ce qui veut commencer? Allez, Pierre, pour changer. Ok, ça marche. Moi, j'y connais rien au Web3 en intro. Je trouve que sur la forme, on sent que tu es un repeat entrepreneur. Le ton est à la fois, tu prends le temps, c'est pas rushé, et en même temps, tu es très clair dans toutes tes explications. La presse est belle et tout. Enfin, c'est très agréable de suivre ton pitch, quoi. Moi, j'ai plutôt des questions sur un peu définir mieux ton persona. Tu vois, genre, je pense que c'est un vrai point. D'autant plus que tu as cette data, si tu es partenaire avec Time for the Planet, eux, je pense qu'ils ont une bonne idée de quelle est leur persona cible, etc. La deuxième chose, c'est que j'ai du mal à comprendre quel est l'intérêt de tes partenaires à bosser avec toi, en fait. Pourquoi ils t'ont choisi toi pour, on va dire, tokeniser une partie de leurs actions, quoi. Ok, bah, je peux répondre. Tu peux rebondir tout de suite, oui. À la deuxième question, effectivement, c'est un de nos assets, hein, c'est la signature du partenariat exclusif avec Time for the Planet. Donc, c'est un peu notre avantage compétitif pour se lancer. Pourquoi nous? Parce que l'expérience de mon côté entrepreneurial, donc l'assurance d'avoir quelqu'un qui va savoir monter le projet et en faire un projet successful. Et derrière, le partenariat avec Cardashift, qui est effectivement un des référents sur à la fois le côté Web3 et les projets à impact. Donc, du coup, ça a rassuré effectivement Mehdi et le CEO Time for the Planet, sachant qu'eux, ils cherchent des relais en fait, de croissance pour aller lever plus de fonds. Donc, c'est assez évident du coup, de s'associer avec nous. Ils savent que du coup, la communauté Web3 a de l'argent à mettre et que la communauté Web2, via notre plateforme, va pouvoir avoir de la liquidité, chose qu'ils n'ont pas aujourd'hui chez Time for the Planet, puisque quand tu investis, en fait, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir revendre tes parts. Et nous, on propose de la liquidité à quel marketplace. Et j'ai oublié ta première question, excuse-moi du coup. Mais non, c'était plutôt un retour sur mieux définir ton persona de manière générale, je pense, ton investisseur type. Si je peux me permettre une deuxième question que je m'étais notée, c'était pourquoi tu commences par trouver tes investisseurs et après les projets, et ensuite passer sur du B2B? Je pense que l'argumentaire commercial est plus simple à les vendre auprès du B2B que du B2C.
Mais encore une fois, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants et façon de penser des investisseurs Web3. En fait, l'idée, c'est que si je vais voir les entreprises ne savent pas encore quels sont les projets qui vont générer plus de dividendes climat. Et les entreprises, eux, ont un enjeu en fait de pouvoir communiquer sur leur impact et donc montrer directement qu'ils ont un gros impact. Donc, s'ils investissent tout de suite, il va falloir quand même, vous l'avez vu avec la courbe de génération des dividendes climat, il va falloir qu'ils attendent un peu avant que ça génère beaucoup de dividendes climat. Donc, l'idée, c'est, on dit en fait, c'est les investisseurs retail qui prennent le risque d'aller sélectionner les projets, donc eux-mêmes les climate tech. Et en fait, les business, ils arrivent dans 2 ans, une fois qu'ils choisissent en fait les projets qui ont généré ces dernières années le plus de dividendes climat et qui sont en capacité d'avoir une génération future la plus importante. Donc, on les dérisque en fait tout simplement de cette manière-là. Et deuxièmement, comme le protocole des dividendes climat, il est jeune par rapport, par exemple, au crédit carbone, bah, on attend que l'assaut des dividendes climat évangélise le marché. Donc, eux, leur job, c'est d'aller voir les entreprises, leur pitcher en fait ça. Et donc, du coup, on les laisse faire un peu le travail d'évangélisation plutôt que nous de le faire tout seul tout de suite. Merci pour ces explications. On enchaîne, Charles-Antoine? Oui, merci Jérémy. Moi, dans la même ligne que Pierre, j'entends beaucoup de projets Web3 qui se lancent dans le quotidien à la station F. Et je pense que c'est le côté serial entrepreneur qui joue beaucoup. Mais moi, je me suis senti vachement rassuré dans ta presse avec les différentes informations que tu donnes. On sent que ce n'est pas un projet bullshit. Et ça, je pense que c'est hyper important avec toutes les choses qui tournent autour du Web3 en ce moment, qui sont du bad buzz, puis du bon buzz, etc. C'est quoi, Donc, si je peux me permettre, c'est quoi les éléments de réassurance pour, qui t'ont plu, entre guillemets? c'est le fait que tu mises beaucoup sur l'écosystème de Time for the Planet et que ensuite tu indiques que tu as un partenariat avec Time for the Planet. Et on sait que Time for the Planet est un hyper gros acteur pour l'écosystème à impact. Et le fait que tu sois aussi proche de ces personnalités-là montre que tu as une certaine crédibilité dans ton approche. Ok, ouais, donc c'est vraiment le partenariat Time. C'est ce que je voulais vérifier du coup. Ouais, c'est bien ça. Et moi, ce qui m'a manqué, c'est mieux comprendre l'intérêt pour les investisseurs et l'intérêt pour les utilisateurs d'aller sur ta solution. C'est quelque chose que tu as expliqué à l'oral. Trouver des relais de croissance pour Time for the Planet et pouvoir avoir plus d'options, plus de choix sur les sociétés dans lesquelles les utilisateurs peuvent investir pour avoir plus d'impact dans l'environnement, par exemple. Et moi, tout au long de la presse, avant que tu l'expliques, je me suis dit, mais quel intérêt ça a? Par rapport spécifiquement à Time, hein, c'est ça ta question. Par rapport à investir dans Time for the Planet. Voilà, par rapport à ça et par rapport à quelqu'un qui voudrait acheter des tokens d'une société, c'est pourquoi utiliser ta solution plutôt qu'une autre? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Ouais, premièrement, effectivement, j'ai essayé de le dire, on va être la première plateforme d'investissement verticalisée sur le sujet carbone. Aujourd'hui, il n'y en a pas pour investir en equity. Et deuxièmement, par rapport à Time, effectivement, c'est la liquidité. Aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt en répondant aux questions, mais j'ai dit, effectivement, chez Time, il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de possibilité de sortie. Donc, nous, on a la marketplace qui permet de la liquidité. Et notamment, l'intérêt, c'est d'avoir les business qui vont venir dans un deuxième temps. Et c'est eux qui vont aussi apporter cette liquidité, parce qu'ils vont vouloir rapidement générer des dividendes climat. Et deuxièmement, c'est aussi la perspective de gain, puisque comme tu peux revendre librement tes NFT sur la marketplace, potentiellement, tu as de la création de valeur, à la fois parce que les boîtes sous-jacentes, elles montent, et aussi parce que tu as des dividendes climat qui sont générés. Et ça, c'est pareil, côté Time, en fait, les gens pensent plus que c'est du don, parce que derrière, chaque année, tu as de nouvelles actions qui sont émises à 1 euro, mais tu n'as pas de création de valeur, quoi. Donc, voilà. Mais si ce n'est pas assez clair, peut-être qu'il faut que je remette un petit peu dans la partie value proposition. C'est la partie performance, on va dire, l'item performance qui était censé. Ok. Et un dernier point aussi que je n'ai pas mentionné, j'ai bien compris la courbe que tu mets vers la fin avec
la performance sur 2028. Et peut-être qu'il y a d'autres KPI qui sont hyper intéressants dans ton business avec le nombre d'utilisateurs, le nombre d'investissements ou d'autres. Et je pense que ça peut être aussi un marqueur de la valeur que tu peux apporter, de mettre ces KPI en avant. Ouais, là, j'ai suivi du coup, pour le coup, les conseils de Florent qui étaient de ne pas mettre tous les chiffres, du coup. Mais ok, ça marche. Ouais, il y a peut-être un entre-deux. Mais, ouais, j'avais normalement une slide avec toute la partie financials et avec les principaux KPI que je ressortirai du coup. C'était ma question. One-to-one. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement, c'était ma question. J'ai pas compris le modèle économique de ta boîte. Mais donc, si tu ne l'as pas présenté, c'est normal. C'est un modèle, je peux répondre quand même rapidement à la question, c'est un modèle classique marketplace, donc on prend des fees sur chaque transaction, à la fois sur la partie launchpad, donc investissement sur le marché primaire, et aussi bien sûr sur toutes les transactions après derrière sur le marché secondaire, côté marketplace. Et ensuite, on prendra aussi des fees pour les entreprises. On va bien sûr les conseiller pour sélectionner les bons projets qui vont générer le plus de dividendes climat. Donc, il y aura aussi de l'upsell à faire côté B2B. Ah, mais c'est intéressant. Marketplace en primaire et en secondaire, apport de liquidité. En fait, c'est ça ton histoire, adossée à Time for the Planet. Donc, mets le bien en exergue. D'où l'intérêt pour Time for the Planet de se rejoindre. Et puis après, il y a deux sujets. C'est l'articulation avec ton prestataire technique. Qu'est-ce qu'il a comme skin in the game? Donc, j'imagine tu fais appel à lui parce qu'il a déjà produit, il a déjà du produit de la tech que tu peux réutiliser plus rapidement plutôt que monter ta propre équipe, je suppose. Tu pars sur des solutions standards, je sais pas. Exactement. Là, c'est vraiment l'expérience du coup sur la partie Web3 que je n'avais pas en tant qu'entrepreneur dans mes expériences précédentes. Et donc là, c'est vraiment des Pardon? En sous-traitance, du coup, c'était sous-traitant. Alors, c'est des partenaires, non, ils sont associés. Hein. D'accord, ils sont en capital, d'accord. Ouais, c'est ma question. Donc, ils ont skin in the game. Skin in the game, ça permet de les sécuriser sur le long terme. Et derrière, du coup, c'est ce que je mettais dans la slide, donc c'est produit, tech et aussi communauté. Ils apportent aussi la communauté Web3 parce qu'ils ont 12 000 personnes sur la sphère impact. Et donc, parce qu'en fait, la communauté Web3, elle est très, très grande. Mais moi, ce qui m'intéresse, du coup, comme on l'a vu dans la partie persona, c'est la communauté Web3 intéressée par les sujets impact. Et là, ça réduit quand même pas mal encore aujourd'hui la communauté, même si, bien sûr, elle va être amenée à grossir. Et puis, dernière question, c'est peut-être mon atavisme, mais les 20%, les 80 kilos sur le juridique, c'est parce que l'environnement réglementaire est complexe, c'est ça? Exactement, c'est pour se baquer du coup sur tous ces aspects-là, faire le montage qui va nous permettre de passer les réglementations MiCA, etc. Alors, c'est du réglementaire plutôt que du juridique, on a l'impression que. Ouais. Ouais, c'est du effectivement. secrétariat juridique, c'est du réglementaire. Ouais, c'est ça. Compliance, effectivement, plus. Et Time for the Planet aussi est associé alors au capital? Non, ils n'ont pas voulu être associés au capital directement parce que eux, du coup, ils ont cet objectif d'être plutôt vus comme un mouvement citoyen et donc de ne pas forcément avoir des intérêts en fait capitalistiques derrière. Donc, uniquement associé stratégique avec un contrat d'exclusivité sur 3 ans. On sera les seuls à pouvoir distribuer à la fois les actions Time et les actions des participations de Time via notre plateforme. Okay. Donc, c'est une joint venture contractuelle et pas capitalistique sur ça. Ça, c'est un point intéressant justement que tu pourrais préciser justement sur les unfair advantages que les deux t'apportent, d'y mettre aussi le lien que tu as, un capitalistique avec l'un, contractuel et exclusivité avec l'autre, pour les raisons que tu viens de donner, en 2 lignes, hein, tu sais. Hein, donc, ta présentation de toute façon est très léchée, très, très belle et concise, donc comme l'a dit le jury. Et moi j'avais une petite question aussi sur les dividendes climat. Donc, ce qui est indiqué, ce que tu as dit, c'est que c'est proportionnel aussi aux actions que tu détiendrais. Et également, c'est par rapport au CO2, aux tonnes de CO2 qu'on permet justement d'éviter dans la marketplace. Mais moi, je trouve ça un peu flou, vraiment, sur OK, mais comment exactement ça peut se faire? Donner peut-être des exemples concrets sur comment ça marcherait. Avec un personnage, typiquement, moi, si je mets, je sais pas, j'investis dans Time for the Planet, si je suis un investisseur comme il y en a peut-être beaucoup, donc les 110 000, comment vraiment ça fonctionnerait? Et après, effectivement, ça rejoint ce que Julien disait avec toi,
apportes la liquidité à Time for the Planet avec l'Unfair Advantage et en jouant sur une logique de NFT avec un produit, en fait, de sorte de produit structuré adossé sur l'equity qui sont les boîtes dans lesquelles Time for the Planet a investi. Et toi, t'offriras ensuite la marketplace et la liquidité. Ouais, et puis l'avantage de la blockchain, c'est de pouvoir vraiment sécuriser cette émission des dividendes climat, que ce soit traçable et que ce soit pas et que surtout, après je l'explique pas dans la presse que ça commence à en rentrer un peu dans la complexité produit, mais c'est que c'est un peu comme les crédits carbone, c'est-à-dire que les dividendes climat, si tu les claims, donc si tu les utilises dans une communication financière, ils sont burn, donc du coup en fait la personne à qui après tu vends le NFT peut plus les réutiliser. Et ce qui en fait fait prendre la valeur au NFT, c'est le fait que en fait, toi, tu ne les ai pas utilisés, tu ne les ai pas claim. Et donc, du coup, quand tu revends ton NFT, il embarque en fait tout le stock de 10 ans de climat que toi, tu as généré en fait. Et ça rejoint sur l'intérêt des business, enfin des entreprises, de racheter un peu plus tard les NFT qui auront généré ce stock de 10 ans de climat. Merci Ok. pour la précision, ouais, c'est beaucoup plus clair. Mais dernière chose aussi qui n'est pas trop abordée, il me semble, c'est qui fait l'assertif. Est-ce qu'il y a un organisme de certif de tiers de confiance parce que Time for the Planet fait la sélection, mais n'a pas le rôle de certificateur. Donc, Non, justement, c'est pour ça que j'ai précisé précisé les deux partenaires qui sont Time et l'Association des 10 ans de climat. Il y a Time d'un côté, effectivement, qui le font, et l'Asso 10 ans de climat qui développe le protocole, un peu comme Gold Standard, Vera et tout, qui sont effectivement les certificateurs pour les crédits carbone. Donc, du coup, j'ai vraiment ces deux associations fortes, du coup. Très clair, merci. Parfait. Je rebondis juste pour peut-être terminer, mais sur le point de Julien sur l'aspect conformité, parce que ça va te demander, toi, d'avoir une réglementation auprès de qui? ACPR, AMF, sur justement, parce que tu vas toucher du retail potentiellement avec ces logiques de NFT. C'est ça les enjeux? Ouais, alors dans la première année, on n'a pas besoin du coup d'être enregistré PSAN et ni PSI avec l'état de la réglementation actuelle. Mais nous, on se projette déjà et c'est déjà intégré dans les coûts en fait de côté compliance. On se projette déjà à 2025-2026. On sait que la réglementation va encore probablement un petit peu se durcir, mais on sait d'ores et déjà, et effectivement, je pourrais peut-être le mettre pour rassurer les investisseurs qu'on est tranquille au moins sur 12-18 mois en fait. Ouais, c'est un point que tu pourrais effectivement ajouter dans les 20 cas en dessous, en petite précision, justement pour balayer ce point en disant bah, regarde, Florent, c'était marqué, fallait suivre. Merci beaucoup en tout cas, Jérémy. On vient de finir ce beau tour d'horizon sur ces 5 projets. Merci pour tous ceux qui ont présenté et pour la plupart qui sont encore connectés. Donc, c'était très intéressant. Merci bien sûr à toi, Merci Pierre, à à tous. toi, Charles-Antoine et à toi, Julien. On se suit chacun, je pense, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit via Seal Legals ou autre. N'hésitez pas en tout cas. Toi, For the Planet, en plus, qui est avec le programme de Station F, donc tu as eu l'occasion d'être sur Seal Legals pour justement t'onboarder là-dessus. Et au plaisir d'échanger avec toi, Jérémy, bientôt. Merci encore à tout le monde. Très bonne soirée. Aussi, on n'oublie pas les spectateurs qui étaient là. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à bientôt. Bonne soirée tout le monde. À tous. Merci à tous. Salut. Au revoir. Plaisir. Merci, bonne soirée.